Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour cette table ronde sur la sécurité sociale de l'alimentation. Merci à l'Université de Nîmes de nous accueillir dans cet amphithéâtre. Moi, je suis Estelle Pereira, journaliste pour Reporter, et c'est moi qui vais animer cette table ronde, distribuer la parole. Donc, une table ronde qui s'intitule Bientôt de sécurité sociale de l'alimentation. Elle est organisée par Nîmes en transition, Attaque Nîmes, les Soulèvements de la Terre, Croc-à-Map et la Confédération paysanne du Gard. Cette table ronde, elle s'inscrit dans un mouvement, on va dire, plus global en France, qui est celui de la multiplication d'expériences autour d'une sécurité sociale de l'alimentation. Elles sont portées par des collectifs de citoyens, des associations, parfois même des collectivités territoriales, avec pour ambition commune de construire des systèmes alimentaires plus justes, plus solidaires, durables et surtout démocratiques. Et elles proposent, toutes par l'action citoyenne, de transformer le système alimentaire actuel. Rien que ça, donc c'est pas une mince affaire. Et donc autour de moi ce soir pour en parler, Bénédicte Bonzi, bonsoir. Donc vous êtes chercheuse indépendante associée au laboratoire d'anthropologie du politique, autrice de l'ouvrage La France qui a faim, paru aux éditions du Seuil, dans lequel vous évoquez longuement la question de la violence du système alimentaire actuel à travers les impacts des politiques d'aide et de dons. Ensuite, Mathilde Berthier, donc vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne, surtout maraîchère, dans le Gard. Et Didier Marion, à ma droite, qui est aussi porte-parole de la Confédération paysanne, éleveur et producteur d'huile d'olive. Et enfin, Ève Fouilleux, bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, en sciences politiques, chercheuse associée au CIRAD. Donc le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et vous avez coordonné l'ouvrage Quand l'alimentation se fait politique aux presses universitaires de Rennes. Plus généralement, vos travaux ils portent sur les politiques agricoles, alimentaires et sur la transition écologique. Et là, ce soir, il en sera question également. Vous avez coordonné, on va dire, soutenu la publication d'un rapport qui s'appelle L'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète. Donc avant d'évoquer dans un premier temps les raisons qui sont multiples, qui poussent de plus en plus de monde à penser l'utilité d'une sécurité sociale de l'alimentation, et dans un second temps vous donner à voir un peu à quoi ressemblent des expérimentations déjà à l'œuvre, je passe la parole à Flore du collectif Nîmois donc pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui va vous expliquer le travail qui est mené à Nîmes depuis maintenant plus d'1 an, parce que c'est ce travail-là qui mène à la table ronde de ce soir. Donc Flore, je te laisse la parole. Bonsoir, donc Flore Mélière, je fais partie de ce collectif de citoyens qui se réunit depuis maintenant 1 an. Mais avant de vous présenter un peu le travail que l'on mène, j'ai quelques petites informations à vous donner. Donc d'abord, je voudrais remercier Josiane Flatté, parce que sans elle, cette soirée n'aurait pas eu lieu. Donc merci beaucoup. Et puis Caroline Séblillot, qui a fait la communication, l'affiche, et qui a fait passer toutes les informations. Donc merci à elles deux, parce qu'elles ont dépensé beaucoup d'énergie pour qu'on puisse se retrouver ce soir. Ensuite, je voudrais dire qu'après la conférence, la Confédération paysanne a organisé un apéritif avec un verre de l'amitié. Donc cet apéritif n'aura pas lieu à l'université parce que l'université ferme à 20h. Ça aura lieu à la Verrière, qui est rue d'Alès, 25 rue Porte d'Alès. Donc voilà, on espère que vous pourrez venir partager ce verre, parce que ça sera l'occasion de continuer les discussions, etc. Et puis de goûter les produits locaux. Je voulais aussi vous dire qu'il y aura donc à la Verrière une table où vous pourrez trouver les livres de Bénédicte Bonzi, et donc éventuellement... ils sont là-haut. Donc les faire dédicacer, puisqu'elle est là, et les bouquins d'Ève Fouilleux aussi, donc elles sont là, elles pourront peut-être dédicacer les livres. Donc ça c'est plutôt chouette.
J'ai aussi une feuille, si vous souhaitez être informé du travail que l'on mène, être contacté, éventuellement venir nous retrouver dans notre groupe de travail, vous pourrez laisser vos coordonnées. Donc je vais commencer à la faire circuler. Comme ça vous permet de vous inscrire et d'inscrire vos coordonnées pendant que la conférence se déroule. Et une dernière petite chose qui est importante, c'est qu'on a eu quelques petits frais pour cette soirée. Donc il y a une boîte, ou plusieurs boîtes même là-haut, si certains d'entre vous ont envie de participer à la démarche et laisser quelques sous, vous pouvez. Voilà. Donc notre collectif existe depuis maintenant un peu plus d'1 an, mais ça fait quelques années quand même qu'on se connaît, on a un peu labouré le terrain. Donc depuis 1 an, on se réunit à peu près 1 fois par mois. Donc on retrouve le collectif local d'Attaque, Nîmes en transition, la Confédération paysanne, les soulèvements de la terre. On retrouve aussi, on a eu quelquefois le délégué départemental du Secours catholique. On a rencontré également l'Action contre la faim, bien sûr, qui est assez présent aussi, qui vient souvent aux réunions. On a rencontré quelquefois la Croix-Rouge, l'association protestante d'assistance. Et puis on a eu aussi quelquefois des membres du CIVAM du Gard qui nous ont accompagnés. Voilà, ce collectif en fait se réunit donc depuis 1 an avec, pour ambition, on a commencé à faire des constats, donc 3 constats principaux. Premier constat, c'est l'augmentation de l'inégalité d'accès à une alimentation de qualité. Les inégalités se creusent. Deuxième constat, les questions de difficultés du monde paysan, notamment autour des questions de rémunération, des questions du foncier, des questions d'attractivité aussi des métiers. Donc ça, c'est régulier. Et puis enfin, un 3e constat important qui est autour de la réflexion qu'on veut faire autour des outils de solidarité, parce qu'au-delà de la question de l'aide alimentaire, qui, on va le voir, forcément nécessaire pour répondre à un besoin d'urgence, comment on travaille les questions de démocratie alimentaire et comment on s'approprie notre projet politique, qui est le projet politique de ce groupe, qui est de venir travailler autour de comment on se réapproprie collectivement tous les sujets et les actions qui sont liées à notre alimentation. Comment on se réapproprie les questions de production, les questions de transformation, les questions de distribution, et comment la question de la pertinence de la démocratie alimentaire, comment on peut la faire vivre, cette pertinence, parce que l'idée c'est de se redonner du pouvoir d'agir collectivement, et puis de dépasser ces questions qu'on entend souvent, le consommateur. Oui, ok, le consommateur, mais aussi comment, en tant que citoyen, on peut venir faire valoir nos décisions qui sont liées à toutes ces étapes du système alimentaire pour pouvoir créer des systèmes alimentaires plus justes. Voilà, ça c'est notre projet politique. Donc, où en sommes-nous dans le collectif nîmois au bout d'1 an ? Donc, on a participé en réalité depuis 2 ans, on a participé et animé des ateliers et des conférences de sensibilisation. Donc ça fait 2 ans qu'on participe au festival Vert Terre-Terre. Donc il y a 2 ans, Josiane et Didier avaient animé un atelier de sensibilisation au bar de midi. L'année dernière, en juillet dernier, on était sur la place Saint-Charles, on a rencontré les habitants, les comités de quartier. Donc ça, c'était dans le cadre du festival Terre-Terre. Dans le cadre de la COP d'ici, c'est la 2e conférence sur la sécurité sociale de l'alimentation qui est tenue, puisqu'il y a 2 ans, on avait animé, Josiane avait animé, puis Jacques, et il y avait des intervenants, notamment de la Caisse de Montpellier, qui étaient venus partager leur expérience donc, au lycée Saint-Vincent-de-Paul, donc plus cette conférence de ce soir. On est une oreille aussi attentive aux expériences du territoire du Gard, puisque on est compagnons de route, si on peut dire ça comme ça,
du projet d'Alès, puisqu'on était au lancement du projet qui est soutenu par la Biocop Soleil Lubin. On a participé aussi, vous m'entendez là? Je colle. On a participé à la création des journées écologie et solidarité à l'IFME. Donc moi j'ai plus particulièrement participé puisqu'à l'époque j'y travaillais. Et puis cette année, Josiane et Jacques ont co-organisé ces journées. Et puis on continue à agréger des citoyens qui seraient intéressés, des associations. On continue à construire cette culture commune, et ce soir fait partie de ça. Hein. On est en train de continuer à se construire une culture commune. Et du coup, on est très heureux d'accueillir les invités et cette table ronde de ce soir. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Claire. Est-ce que moi, là, ça fait un écho ou... C'est bon. Ouais. Merci Flore pour cette explication. Donc bientôt une sécurité sociale de l'alimentation. Finalement, le titre de la table ronde, il aurait pu avoir un point d'interrogation, parce qu'il reste à faire, enfin tout, j'ai envie de dire, il reste beaucoup à faire. Mais sur l'initiative d'une sécurité sociale de l'alimentation, elle repose toujours sur un constat partagé par énormément d'acteurs, qu'en France, il est de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes de manger à sa faim, de manger une nourriture choisie, voulue. On dit qu'aujourd'hui, ce sont pas moins de 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, ça représente 10% de la population. Donc je voulais commencer cette table ronde avec Bénédicte Bonzine, évoquer avec vous cet aspect-là, parce que vous avez étudié l'aide alimentaire dans votre livre, vous avez même participé à des maraudes, enfin, c'était une expérience de terrain également. Et justement, à partir de cette expérience, en quoi un projet de sécurité sociale de l'alimentation vous est apparu comme une des réponses face à cette précarité? Bonsoir à tout le monde. Alors, pour être complètement honnête, du coup, moi j'entends parler de la proposition politique de mise en sécurité sociale de l'alimentation par des copains de la Confédération paysanne au moment où je commence à écrire ma thèse. C'était en 2019. Ça fait déjà 3 ans qu'ils commencent à réfléchir. Du coup, c'est au moment où ils vont construire le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Quand j'en entends parler par la Confédération paysanne et que je vois qui autour de la table, le collectif de chercheurs démocratie alimentaire, le réseau Salariat et d'autres, je me dis, ouais, c'est une super idée, on va s'engueuler au bout de 6 mois comme on sait faire d'habitude. Tellement, en effet, l'idée est révolutionnaire et ça paraît gigantesque. Voilà, on parle de 120 milliards, de donner à chacun 150 € par mois pour une nourriture choisie, donc c'est énorme. Donc j'ai ça d'un côté de ma tête et je replonge dans tous mes carnets de terrain sur l'aide alimentaire et donc sur ce que j'ai vécu avec les Restos du Cœur. Et en fait, le cerveau fait une chose particulière, c'est que j'avais, et l'ethnographie en fait une autre très particulière, c'est que j'avais donc oublié la violence de mon terrain. C'est-à-dire que des choses très concrètes qui se répétaient au quotidien, si je ne les avais pas notées, je ne m'en rappellerais pas. En fait, c'était finalement d'une telle brutalité à chaque fois que, on oublie, puis on garde que la magie du don, c'est-à-dire que dans ces rencontres, je gardais le positif, l'énergie des bénévoles, tout ce qu'on arrivait à se dire, à se marrer. Mais en fait, derrière ce décor-là, derrière le monument des restos, il y a une réalité. Il y a une réalité que, en fin de compte, malgré tout l'argent investi, on ne lutte pas contre la précarité alimentaire aujourd'hui en France. Elle ne fait que s'intensifier et elle a même attrapé de nouveaux publics. Donc c'est dire si les différents plans de lutte n'ont pas fonctionné. Pourtant, de l'argent public a été investi là-dedans. C'est vrai que ça questionne. Et l'énergie des bénévoles,
est toujours à la hauteur de ce qu'il faut mener, donc ils s'engagent avec toujours autant de volonté de faire changer les choses, et c'est extrêmement dur pour eux parce qu'ils assistent à un désastre. Donc moi, dans mon travail, en fait, je suis venue ethnographier qu'est-ce que ça fait en fait dans ce pays qui est parti aux traités internationaux et qui donc devrait tout faire pour mettre en place les droits fondamentaux des personnes, ne le fait pas. Et donc oui, je parle de violences alimentaires pour décrire en fait ce que ça fait que d'être dans un État qui devrait mettre en place le droit à l'alimentation, mais qui fait d'autres choix, notamment de répondre plutôt aux accords de commerce internationaux et de libre-échange qu'aux droits de l'homme. Du coup, ça a des impacts. Ça a des impacts au quotidien, et c'est ça que j'ai retrouvé dans mes carnets de terrain. Et du coup, en reprenant ces impacts au quotidien, je tombe sur plusieurs choses, et je vais aller assez vite, mais je tombe notamment sur le fait que pour les personnes qui reçoivent de l'aide alimentaire, eh bien, le cadre de la violence qui va fonctionner pour décrire ce qu'ils vivent, c'est un cadre proposé par Marie-Hélène Irigoyen dans les violences faites aux femmes, qui permet en effet de voir l'accumulation de petits actes. C'est pas un grand truc qui arrive comme ça d'un coup qui nous brutalise, c'est en fait le sentiment de honte au départ puis au quotidien, c'est l'inversion de la faute, quand on vient proposer tout le temps aux personnes qui sont en situation de précarité d'avoir des cours de cuisine, voilà, tout un tas de choses en fait pour les aider à mieux manger, parce que quand même s'ils ont des problèmes de santé, c'est qu'ils ne doivent pas bien faire les choses. C'est peut-être qu'ils manquent de nourriture tout simplement. Et donc voilà, toutes ces choses-là, mises bout à bout, montrent qu'il y a une violence psychologique et physique qui peut devenir irréversible, notamment quand on constate qu'en fin de compte, l'aide alimentaire aujourd'hui, ce n'est plus une aide d'urgence pour beaucoup de personnes qui la fréquentent, mais c'est devenu le moyen de s'alimenter de millions de personnes. Donc vous voyez, quand je dresse ce constat-là avec tous les autres qui seront partagés, notamment sur la question agricole, et bien évidemment que la proposition que me font les copains, c'est une vraie ligne de fuite. Et je vais m'engouffrer là-dedans en me disant, mais en fait, peut-être que je trouve que c'est compliqué, mais peut-être qu'on n'a pas du tout le choix. Et là, en fait, je vais commencer à réfléchir, à m'informer. Déjà, je vais réaliser que je connais absolument rien sur la sécurité sociale et son histoire, donc que j'ai beaucoup à découvrir et à apprendre, que c'est certainement ça qui fait peur au début. C'est que ça paraît tellement gigantesque tout ce qu'on a à faire, et qu'en fin de compte, là, ça fait 2 ans que j'y suis vraiment au quotidien, c'est passionnant. C'est passionnant de pouvoir se lancer dans un héritage colossal, dans une autre époque en fait où il y a eu beaucoup de conquis sociaux, et de pouvoir comprendre en fait comment ça s'est détricoté, quel est notre rôle et notre place aujourd'hui pour arriver à reconquérir ce droit-là pour laisser la place à tout un tas d'autres droits. Merci. De l'autre côté de la chaîne, on va dire, on a aussi les agriculteurs et les agricultrices. Aussi, c'est de plus en plus compliqué de vivre de son métier. Déjà, ils sont de moins en moins nombreux. Ça, c'est un défi qui nous atteint. Je crois que d'ici 2030, ils seront plus de la moitié à être en âge de partir à la retraite. Donc le renouvellement des générations, c'est un enjeu. Et aussi, j'ai lu que d'après l'INSEE, 18% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Et on se retrouve dans une situation qui est celles et ceux qui produisent de la nourriture peuvent aussi faire la queue pour recevoir de l'aide alimentaire. Donc moi, je voulais savoir, Mathilde, peut-être dans un premier temps et après Didier, mais vous, en tant qu'agriculteur et agricultrice, en quoi un système qui ressemblerait à une sécurité sociale vous aiderait à mieux vivre de votre travail ? Alors, oui, juste pour appuyer les chiffres, dans le Gard, par exemple, c'est exactement ce chiffre-là, puisque il y a le Gard est une grande région viticole, et il y a la moitié des viticulteurs qui ont plus de 52 ou 53 ans. Du coup, c'est vraiment que dans les prochaines années, le territoire agricole va vraiment se vider, quoi. Donc c'est une grosse problématique. En même temps, ça peut être vu aussi comme un défi à relever pour le repeupler, et le repeupler autrement, avec peut-être plus de production qui permettent de l'autonomie alimentaire. Et du coup, pour répondre à ta question,
Donc la sécurité sociale de l'alimentation, pour nous agriculteurs, ce serait une possibilité de déjà raccourcir le lien entre le consommateur et le producteur, donc de mieux nous rémunérer, puisqu'on aurait moins d'intermédiaires dans la chaîne et donc moins de ponction de la valeur. Donc ça nous permettrait d'avoir un meilleur revenu. C'est ça qui nous permet de gagner plus d'argent quand on est en vente directe, ou en tout cas en circuit plus court. Ensuite, pour mieux vivre de notre métier, il y a l'aspect financier donc, et puis il y a aussi le fait de se réjouir en quelque sorte de pouvoir alimenter tout le monde et que la production qu'on fait, elle ne soit pas seulement accessible à une élite ou des consommateurs qui ont un certain pouvoir d'achat. Et du coup, je sais que ça nous tient à cœur à beaucoup de mes collègues et moi de faire en sorte que nos produits puissent se retrouver sur le plus grand nombre d'étals et qu'ils soient vraiment accessibles partout et à tous, pas seulement dans les rayons des Biocoop ou des distributeurs spécialisés. Voilà, et après, mieux vivre de notre production, ça sera aussi par l'engagement des consommateurs, et c'est ce que propose la sécurité sociale de l'alimentation, donc d'être vraiment partie prenante dans tous les maillons de la filière. Et pour nous, ça nous permet, donc cet engagement-là, ça nous permet plus de sécurité financière et plus de visibilité dans nos façons de produire, en fait, tout simplement. De savoir qu'on a de la demande, et du coup, on peut proposer de l'offre. Didier ? Oui, donc pour compléter ce que vient de dire Mathilde, et pour reprendre les chiffres 18% des agriculteurs en dessous du seuil de pauvreté sont les chiffres INSEE. Quand on en parle avec l'association Solidarité Paysanne, qui accompagne les paysans dans l'extrême difficulté, ils parlent plutôt de 30% des agriculteurs en dessous du seuil de pauvreté et de 60% des agriculteurs éligibles au RSA. Voilà, c'est la réalité, et dans le Gard comme dans les autres départements, quoi. Et on est à un taux de suicide qui est supérieur à 1 personne par jour, dans le milieu agricole. On est plus fort que les flics, c'est quand même un exploit. Et c'est clair, c'est que l'agriculture, jusqu'aux années 50, chaque bassin de population avait un bassin de production nourricier. À Nîmes, on mangeait l'agneau de Nîmes et les vaches qui étaient produites localement ou au plus loin en Lozère. Actuellement, une carcasse de bœuf fait des fois 3 fois le tour de la France avant d'arriver sur les tables de supermarché. Depuis les années 50 et le plan Marchand, l'agriculture a été complètement absorbée et phagocytée par le modèle néolibéral. Donc nous autres paysans, on travaille non plus pour nourrir notre voisin, mais pour nourrir les marchés financiers, que ce soit en céréales, que ce soit au niveau de la viande. Actuellement, on manque de céréales, mais le cours du blé n'a jamais été aussi bas, avec 120 euros tonne. Dans le Gers, il y a des céréaliers qui n'ont pas emblavé, qui n'ont pas préparé les terres parce qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour payer le gasoil et payer les semences. En semences, c'est la réalité du monde agricole, quelles que soient les filières. Donc, avec le projet de sécurité sociale de l'alimentation, le projet, c'est d'une part arriver à bien nous rémunérer, d'autre part à installer des paysans, parce qu'il faudra des paysans, mais aussi retrouver du sens au métier en se réappropriant collectivement la question de l'agriculture et de l'alimentation. L'agriculture, c'est pas seulement le fait des agriculteurs, c'est le cœur de notre société, donc ça va être l'affaire de tous. Donc ça permet aussi de permettre à tout le monde, comme l'a dit Mathilde, de manger. Notre rêve, c'est que les gamins de Pissevin ou de la Pagade puissent manger aussi bien que les fils de notaires. Voilà, le projet il est là pour nous autres paysans, c'est là que ça donne du sens. Travailler rien que pour une élite financière, ça n'a pas de sens pour nous, quoi. Et en plus, ça permet de repenser collectivement, donc de sortir les paysans de l'isolement. Actuellement, il n'y a plus, la solidarité dans le monde des paysans, c'est un mythe. C'est plus un mythe. Le monde des paysans a été absorbé par le système néolibéral et le paysan est seul face à un marché dans lequel il faut qu'il essaie
de survivre. Et repenser les besoins collectivement et la production qui va avec, ça nous sort intellectuellement de ce système. Pour moi, c'est primordial. Merci. Justement, par rapport à la question du prix de ce qu'on paye aujourd'hui pour se nourrir, donc bon, il y a la tendance à avoir des prix toujours plus bas. C'est des arguments publicitaires qu'on retrouve énormément. Et justement, Ève Foulieu, le rapport que vous avez coordonné sur l'injuste prix de l'alimentation, donc pour information, c'est le Secours catholique, les CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques qui se sont basés sur vos recherches pour ce rapport. Et justement, pourquoi, pour quelles raisons aujourd'hui vous parlez d'un prix profondément injuste? Alors oui, merci. Moi je n'ai pas coordonné le rapport, pas du tout. Moi j'étais juste dans le comité scientifique du rapport de recherche qui a été fait par un cabinet coopératif de conseil parisienne qui s'appelle le BASIC, qui fait des super travaux très intéressants, des travaux que devrait faire la recherche publique, mais je ne comprends toujours pas comment c'est possible que ce soit des think tanks privés qui doivent se battre pour trouver leurs sous pour faire des travaux intéressants de recherche sur les questions de politique agricole et alimentaire. Et donc c'est le BASIC qui a fait ce rapport, et ensuite le Secours catholique, les CIVAM, les diabétiques, etc. ont fait un rapport de plaidoyer que vous trouvez sur Internet, qui s'appelle effectivement l'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète, et dans lequel effectivement on explique très bien pourquoi effectivement ce prix peut être considéré comme injuste. Ça a déjà été dit, il est injuste parce que la façon dont est organisé notre système alimentaire réserve des produits de qualité à une élite qui peut se les payer, et par ailleurs, le système promeut dans son organisation la production en masse, les produits standardisés qui sont traités par l'industrie alimentaire, qui se traduit par des comportements alimentaires qui ont énormément changé dans toutes ces années. Il y a effectivement un éloignement entre producteurs et consommateurs. Il y a des habitudes de consommation qui ont changé. On mange trop gras, trop sucré, trop salé. On a une explosion des maladies cardiovasculaires. Le taux de diabète en 20 ans a augmenté de plus 160%. Avec 90% de ces diabètes qui sont des diabètes liés à l'alimentation, un diabète de type 2, l'obésité qui touche une très grande partie de la population. Bon, ça c'est des problèmes sanitaires sur la santé humaine, mais évidemment, alors ça a été évoqué, je crois, ça c'est les produits de qualité, c'est environ 8% des produits qui sont sur le marché, 92% des produits, c'est aussi calculé dans ce rapport, sortent de ce système agro-industriel qui écrase les marges des producteurs complètement. Hein. C'est des systèmes où parfois l'industriel arrive à s'en sortir et le distributeur aussi, mais toujours l'agriculteur se fait écraser ses marges. C'est ce que le BASIC appelle le modèle volume, c'est-à-dire qu'il y a une course au volume, on est toujours obligé de produire plus pour pouvoir arriver à exister. Et exister, c'est simplement rembourser ses frais dans un système qui impulse aussi un investissement continu dans l'outil de travail, etc., qui paye très mal ses salariés, etc. Et donc, on a ce système agro-industriel qui génère des coûts sanitaires, des coûts environnementaux majeurs, hein, pollution des eaux. On a, dans les 40 dernières années, on a fermé 14 000 captages d'eau à cause des pollutions, soit par les nitrates, soit par les pesticides. On a un prix de l'eau qui est passé de 1,50 € en 1980 à 4,52 € maintenant, ou 93, je ne sais plus. Enfin, un coût de l'eau qu'on paye aussi en tant que consommateur, donc il y a pas, l'eau est directement concernée aussi par ces enjeux agricoles. Et donc un système injuste parce qu'il produit majoritairement des mauvais produits qui ont des coûts sociaux, environnementaux majeurs, et qu'en fait on finance massivement aussi nous en tant que contribuables. Alors si je peux vous montrer ce graphique, on paye, vous remarquez, je ne vais pas vous le montrer. On va l'afficher. Bon, on l'affiche comme ça. Vous voyez bien là,
Je ne le mets pas en grand écran, c'est pas grave. Bon, en gros, on dépense chaque année 50 milliards d'euros pour l'agriculture et pour le système alimentaire. Il faut se dire, on se dit toujours, ah, le système alimentaire, ça vient de loin, c'est la PAC, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, ça correspond à 21% des sous qui sont mis dans ce système alimentaire. Les autres 20%, c'est les collectivités territoriales qui essentiellement payent les cantines scolaires. Et il y a une énorme partie, presque 60%, qui dépend en fait du budget de l'État, du budget national. Là, on est en train de voter les projets de loi de finances donc ça concerne directement ces questions de système alimentaire. Et une grosse partie de ces dépenses, c'est des exonérations de cotisations fiscales et de cotisations sociales qui vont en grande partie aux industriels, aux grands distributeurs et à la restauration commerciale. Donc beaucoup d'argent qu'on paye nous en tant que contribuables pour soutenir, pour faire fonctionner ce système, mais aussi, donc c'est une première injustice parce qu'on est obligé de manger mal, en plus on paye pour financer ce système alimentaire qui nous fait manger mal, et en plus on doit payer aussi. Alors je vous rassure, pour l'instant, on ne répare pas beaucoup des problèmes qui sont générés par ce système alimentaire, mais on paye aussi pour réparer ces problèmes. C'est ce qu'on a calculé, une vingtaine de milliards d'euros, essentiellement des coûts de sécurité sociale, des coûts pour s'occuper des problèmes de santé que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi quelques coûts liés à des compensations sociales, c'est-à-dire qu'on paye mal les travailleurs dans les chaînes agroalimentaires, donc ils n'ont pas de temps complet, etc. Donc l'État est obligé de payer le RSA pour les agriculteurs, etc. Un système qui rétribue tellement mal ces acteurs que l'État est obligé d'avoir des politiques sociales pour rattraper tout ça. Et voilà, et donc tout un tas de coûts, il y a plein de coûts aussi, donc ça c'est ces 19 milliards d'euros, il y a plein de coûts qu'on ne peut pas calculer, Par exemple, l'effondrement de la biodiversité qui menace directement d'ailleurs notre capacité à produire, ça on ne sait pas la calculer. Il y a plein de choses qu'on ne paye pas et d'autres qu'on ne peut pas calculer qui sont incommensurables. C'est ce que j'ai écrit là sur ce slide. Voilà, donc c'est un peu ça, dans ce rapport, c'est un peu ça qu'on essaye de souligner en renvoyant à cet injuste prix de l'alimentation. Et justement, ces données, elles sont publiques. C'est connu, il n'y a pas de scoop dans ce rapport. Ah si, il y a un scoop, parce que ce sont que des données tout à fait connues, c'est-à-dire c'est les comptes de l'État, elles sont publiques si on veut, mais elles ne sont pas du tout connues. C'est-à-dire que c'était complètement un scoop de se rendre compte, par exemple, si je vous montre la façon dont sont répartis ces sous. Allez, hop là, ils sont où mes sous? Ah, j'ai perdu mon graphique, il a dû s'effacer. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui tout en bas. Regardez comment sont répartis ces sous. C'était pas le bon graphique, mais voilà. On voit du côté gauche, c'est la même chose qu'il y avait sur mon camembert. C'est-à-dire qu'on a tous les sous de l'État qui soit viennent du niveau européen, soit sont dépensés au niveau national, soit au niveau des collectivités territoriales. Mais bon, voilà le budget. Et de l'autre côté, les bénéficiaires. On a une trentaine de pourcents qui vont à la production et qui principalement, la vague violette, vient de la PAC, donc de l'Union européenne. Donc ça, c'est toutes les subventions qui vont aux agriculteurs. On sait que ces subventions, elles sont versées principalement à la surface, donc c'est pas du tout une incitation à faire de la bonne agriculture, mais plus on est gros, plus on touche des sous, des subventions. Et puis il y a toute une partie qui va ça fait 34% au segment central, enfin au segment d'aval de la production agricole, les transformateurs, les distributeurs et la restauration commerciale. Restauration commerciale, c'est McDo, Flunch, tout ça. Et ça, c'est 34% de cet argent sous la forte exonération de taxes d'impôt. Ce n'était pas du tout des choses connues, mais pas du tout. Et c'est en ce sens que je disais que ça devrait être connu. Ça me paraît très logique, effectivement, que la recherche publique mette ça en avant, que ce soit... Mais non, pas du tout. Et là, ce rapport du BASIC, c'est pour ça que je salue vraiment le BASIC, a permis de mettre ça sur la table. C'était tout à fait nouveau. D'accord. C'est peut-être ma question qui n'était pas bien formulée, c'est que il
y a beaucoup d'agriculteurs, quel que soit leur modèle, qu'ils soient bio, en circuit court ou alors plus conventionnels, qui sont mécontents de l'argent, la PAC dénoncée. Et malgré tout, rien ne change, ce modèle de subvention qui encourage à l'agrandissement et à toujours produire plus à bas coût. Il est critiqué de toutes parts. Mais il ne change pas. Et c'est là où je voulais vous interroger, parce que vous avez étudié les blocages en fait, systémiques qui font qu'on a du mal à ce que ce modèle change. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si dur de changer un tel modèle? Alors, je veux bien, après je donnerai la parole à mes collègues agriculteurs, mais par exemple, je voulais souligner quand même qu'il y en a qui s'en sortent bien. Sur ce graphique-là, vous voyez les revenus agricoles. Donc, il est un peu difficile à lire, c'est pour ça que j'ai expliqué dans la légende en violet sur le bord comment le lire. Mais en gros, on voit que à la fois entre les filières, les agriculteurs gagnent beaucoup mieux ou moins bien leur vie. C'est-à-dire que c'est très disparate. Quand on est un agriculteur porcin, 50% des producteurs porcins gagnent plus de 100 000 € par an. Et 10% plus que 275 000 € par an. Revenus avant impôt, bon, ça c'est tous les raffinements agricoles, il faut discuter exactement, c'est pas comparable à un revenu salarié, mais quand même, on voit que c'est très différent entre un éleveur porcin, par exemple, tout à gauche, et un éleveur ovin, caprin, bovin, ou polyculture élevage sur la droite. Non, polyculture élevage sur le centre. Mais voilà, on a des grandes cultures aussi qui s'en sortent bien. Donc, il y a quand même des gens, des agriculteurs, qui ont un intérêt à ce système-là. Et ces agriculteurs, évidemment, ce n'est pas ceux qui sont en circuit court, qui font du bio, qui font de la qualité. C'est un petit nombre d'agriculteurs qui sortent dans la table du jeu, qui sont souvent des agriculteurs qui sont aussi des industriels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont... l'exemple typique de ça, c'est Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, mais qui est aussi PDG de Avril. C'est aussi Éric Thirouin, le trésorier de la FNSEA, qui est aussi PDG de Unigrain. Donc, oui, c'est ça, c'est Unigrain à Thirouin. Il y en a plein des exemples comme ça. Les représentants des agriculteurs, ce n'est pas ceux qui s'en sortent pas, c'est plutôt ceux qui s'en sortent très bien. Et donc, effectivement, il y a un blocage politique avec des organisations agricoles, l'organisation agricole dominante qui a une capacité de mobilisation et de blocage très bien organisée, qui donc peut faire aussi du chantage politique, le chantage classique. J'étais impliquée dans des débats sur la souveraineté alimentaire récemment, c'est de dire on doit exporter, on permet d'avoir la France comme grande puissance agricole. Là, il y a toute une angoisse qui est construite dans le débat public autour de l'effondrement des exportations, comme si c'était un drame absolu, alors que quand on sait ce qui est exporté, c'est principalement des céréales pour l'alimentation animale, c'est ce qui détruit nos nappes avec la pollution par les pesticides, ou du vin. De la même façon, c'est le gros volume exporté, c'est des céréales, et ça, c'est vraiment des gros problèmes en termes de pollution aux pesticides. Et de l'autre côté, gros problème aussi, c'est du vin en grande quantité. Et là aussi, c'est le premier poste en intensité d'utilisation de pesticides, et c'est le deuxième poste en quantité de pesticides utilisés en France. Donc on a cet argument de dire, voilà, nos agriculteurs, ils permettent l'exportation, ils permettent la France, grande puissance, nourrir le monde, etc. etc. Donc ça, c'est toutes les stratégies, disons, de la représentation agricole dominante. Et il y a aussi vraiment le pouvoir de lobbying très fort des industriels d'amont, pesticides, vendeurs d'intrants, vendeurs de machines, qui sont très 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 concentrés. Par exemple, Syngenta, une seule firme, à 25% du marché mondial des pesticides, et à 4 firmes, ils sont à 78%, je crois, du marché mondial des pesticides. Donc c'est un pouvoir de marché énorme, et donc évidemment un pouvoir de chantage sur les gouvernements énorme aussi, et un pouvoir de s'organiser pour coordonner les positionnements dans le débat d'un pays à l'autre, ou à l'échelle du monde entier, qui est très forte. Donc industriel d'amont, mais industriel d'aval aussi. Et ça, il ne faut jamais les oublier. C'est pour ça que c'est très important le graphique du départ qui montre qu'un tiers de l'argent qui va au système alimentaire va aux industriels, va
au segment central de la chaîne et qui effectivement aussi développe des stratégies. Donc, les blocages, ils sont politiques, ils sont là, ils ont une capacité de bloquer le système et ils se traduisent par des politiques publiques. Donc peut-être qu'effectivement, j'en parlerai tout à l'heure si on a encore le temps. Je préfère laisser la parole à mes collègues. Didier, est-ce que tu voulais réagir à cette question d'un juste prix et des gagnants-perdants de ce modèle? Et les juste prix, puis après, au niveau des coûts indirects, hormis le fait que d'autres paysans ne gagnent pas notre vie, il y a le coût en termes de santé, à savoir tous ces pesticides, les premiers impactés ce sont les paysans. Personnellement, chaque année, j'accompagne un copain ou un gars du secteur dans la boîte, habituellement aux alentours de 60 ans. Et maintenant, il y a un deuxième effet, c'est-à-dire que non seulement les paysans sont impactés par les pesticides, de façon soit mortelle, mais aussi les consommateurs ou les habitants du monde rural. Une récente enquête a démontré qu'il y avait 3 secteurs du monde rural dans lesquels il ne faisait pas bon habiter si on voulait éviter le cancer, c'était les zones viticoles, les zones arboricoles et les zones céréalières. Il y a dans les zones viticoles du côté du Médoc, donc ils utilisent les mêmes produits que chez nous à Languedoc, à part que comme c'est plus humide, les doses sont multipliées par 2 ou 3 suivant les années. Il y a des clusters de cancer pédiatrique et qui font qu'il y a de la mortalité des gamins entre 8 et 14 ans, ou quand il n'y a pas mortalité, il y a mutation d'un ou de plusieurs membres du fait des pesticides, et ça, il y a un déni très profond de la profession. Il y a des clusters dans la zone de La Rochelle, vous savez, là où il y a les méga-bassines, avec de l'agriculture industrielle, notamment en céréales, non pas pour nourrir les populations, mais pour spéculer, parce qu'en même temps qu'ils développent les méga-bassines, ils développent les hangars de stockage dans le port de La Rochelle pour pouvoir spéculer sur le marché mondial. Là aussi, il y a encore des clusters de cancer pédiatrique. Donc voilà, il y a ça, c'est un coût dont on ne veut pas parler, mais qui est terrible en termes de santé publique, quoi. Et l'autre coût, elle veut l'évoquer, c'est du fait de la perte de biodiversité, les sols qui produisent de moins en moins. On est dans une spirale infernale, notamment en termes céréales, mais aussi en viticulture, en arboriculture. Les sols sont devenus des sols morts, totalement détruits par l'agriculture chimique. Et du coup, on est dans une spirale infernale, non pas pour augmenter, mais ne serait-ce que pour maintenir des niveaux de production, il faut vraiment augmenter sans cesse le niveau d'engrais chimiques, de pesticides, avec tous les effets en chaîne que ça produira. Et ça, les producteurs, les fournisseurs, les coopératives, fournisseurs de pesticides et de produits de traitement, ils n'en font pas cadeau. Donc les coûts de production explosent, d'où aussi la crise viticole. Le vin se vend de moins en moins, ça c'est une chose. Par contre, dans ce système totalement chimiqué, les coûts de production sont totalement insoutenables. Que ce soit, plus les exploitations sont grandes, plus il faut qu'elles soient mécanisées. Au prix du matériel agricole en ce moment, c'est intenable. Plus on est dans un système chimique, plus il faut employer d'intrants qui sont inaccessibles, et la spirale est infernale. Donc le système touche à sa fin, quoi, pour nous. J'ai illustré son propos avec la carte. Juste rajouter un petit exemple sur le contexte gardois. À la Chambre d'agriculture, par exemple, cette année, le rapport moral montre que la grande partie du temps et de l'énergie a été orientée sur l'aide aux agriculteurs, l'aide psychologique aux agriculteurs. Alors que en fait, l'agriculture devrait déployer tout ce temps et cette énergie à l'accompagnement, la formation, le conseil, l'installation évidemment. Et voilà, le premier titre du rapport moral, c'est que la Chambre a passé tout son temps à accompagner les agriculteurs en difficulté. Bon, le constat n'est pas très joyeux, on vous a bien plombé l'ambiance. On va essayer de parler de la sécurité sociale, de l'alimentation, et c'est vous, Bénédicte, qui en parlez comme quelque chose de joyeux aussi. Voilà, non, peut-être pour commencer, parce que comme vous le disiez, depuis 2019, il y a un collectif national
qui réfléchit à un socle commun, ce qu'ils ont appelé le socle commun. Et vous, je crois que dans vos travaux, vous pouvez être amené à échanger avec eux. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, nous expliquer sa philosophie, cette SSA, en tout cas, et en quoi elle permettrait aussi de transformer le système alimentaire? Ouais. C'est-à-dire le socle, voilà, les 3 piliers. Donc, c'est bon? Je sais pas. Non. Faut le monter. Et attendre 2 secondes. Voilà, c'est bon. Donc du coup, il y a en effet un socle national du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, à travers 3 piliers qui sont l'universalité, la cotisation et le conventionnement. Et du coup, au cœur de tout ça, c'est quand même l'éducation populaire et la démocratie. Ça, c'est important. Parce qu'au final, moi là, au début, je peux dérouler en effet ce socle commun, mais ce socle commun, il va rester quelque chose de très conceptuel. Et ce qui fait du bien et ce qui rend joyeux, c'est pas tellement de rester dans le concept. Là, on peut très vite rentrer en conflit, parce qu'on va avoir des idées qui s'opposent. Alors que finalement, dans l'expérimentation, on se rend compte que grâce à la temporalité et grâce au terme même d'expérimentation, eh bien, des idées n'ont pas à s'opposer, mais peuvent exister dans des temporalités différentes, selon ce qu'on traverse, selon ce qu'on a envie de découvrir ou de démontrer collectivement, selon l'endroit dans lequel on fait l'expérimentation. Donc c'est important aussi de situer cette proposition dans ce que permet et ce que ouvrent les expérimentations. Et je dis ça parce que finalement, ça veut aussi dire, pour moi, qu'un passage à l'échelle trop rapide par une réappropriation politique, eh bien, elle viendrait un peu couper l'herbe sous le pied d'un vrai mouvement populaire et citoyen qui est en train de travailler à une réponse, à une proposition vraiment systémique. Le fait d'avoir posé ces 3 piliers, de parler de l'universalité, c'est pas rien. Et dans les expérimentations, d'ailleurs, on ne peut pas travailler cette universalité, mais on vient toucher du doigt certaines idées reçues. Par exemple, on vient toucher du doigt, donc l'universalité, c'est le fait que tout le monde y ait droit, quel que soit son revenu. Il y en a certains, des fois, qui disent « Ah, mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui a énormément de moyens, on va lui donner 150 € par mois pour qu'il aille manger. » Bien sûr, mais combien il va cotiser ? Et c'est ça qui devient intéressant. Donc là, du coup, ça veut dire que quand on travaille à ce projet, on doit réfléchir sur quoi on prend la cotisation. Et si sur certains, et pour plein de raisons, on trouve que c'est bien de porter la réflexion sur le travail et sur la valeur ajoutée, peut-être qu'il faut aussi associer une réflexion sur les revenus des ultra-riches. Comment on prend aussi là pour des personnes qui, en théorie, ne travaillent pas. Donc voilà, il y a tout ça qui est à penser. Donc vous voyez, là, vous commencez une expérimentation, vous pouvez rejoindre après le collectif national et vous pouvez participer à ce foisonnement et à ces pensées. On cherche des réponses qui soient les plus justes possibles, qui soient en adéquation avec la société qu'on a envie de construire. Donc c'est vraiment la construction d'un après. Donc voilà, l'universalité, ça soulève ces questions-là. Dans une expérimentation, et ça ne va pas vous surprendre, il n'y a absolument aucune difficulté à rassembler des personnes qui vivent une situation de précarité économique. Elles vont être là, et comme d'habitude, elles vont vraiment s'adapter, donner du temps, essayer des choses, entendre ce qu'on a à proposer. Évidemment, quand on a conventionné, je pense, moi du coup j'accompagne une expérimentation dans le 20e arrondissement, quand on conventionne des magasins qui sont des magasins de bobos, des Biocoop, etc., pour elles, c'est pas facile de traverser la porte. Et j'aime beaucoup, je vais citer une des personnes avec qui j'ai fait un entretien après, elle m'a dit « Oh là là, quand j'ai vu le prix des épinards, mais j'ai bondi en arrière !» Donc en fait, pour elle, c'était inconcevable que des gens puissent mettre un tel prix pour des épinards. Donc ça, voilà, c'est un aspect aussi, mais elle est là, et du coup, elle m'a expliqué que donc elle était allée faire le tour de tous les magasins conventionnés, faire du repérage de prix partout, pour voir si en fait ça allait être valable. Le fait, parce que dans le 20e, on rentre à partir du moment où on a cotisé 15, on va recevoir 100 pour la première tranche de cotisation. Donc, beaucoup d'entre eux sont allés voir si ça allait être valable. Si en effet, ils allaient savoir utiliser ces 85 et si ça allait correspondre à ce qu'ils dépensaient.
Et là, après, on a des témoignages très touchants, notamment d'une personne qui me dit, bon, au début, je faisais vraiment attention à tout parce que j'avais peur de dépasser. Et puis de dire à un moment donné, et puis là, j'ai fait un écart, je me suis acheté une bouteille de vinaigre bio. Et en fait, moi, ça m'a touché ce témoignage-là parce que moi, dans mon esprit qui est l'accès à tous ces aliments-là, je ne pensais pas en fait que pouvoir s'autoriser une bouteille de vinaigre de pomme bio, c'était important. Et donc, ça, voilà, c'est ça aussi, l'universalité, c'est travailler ça. L'universalité, c'est aussi mettre le doigt dans le modèle de caisse qu'on a choisi dans le 20e, sur en fait, des personnes qui vont cotiser de manière, plus que ce qu'elles vont recevoir, en fait, comment elles le vivent ça. Pour des personnes convaincues, certainement comme vous qui êtes présents dans la salle, c'est pas du tout un problème. C'est-à-dire que vous savez en fait ce que vous venez faire. Mais il y a des personnes qui ont d'autres habitudes qui du coup vont trouver que quand même dans la grille, cotiser 220 pour recevoir 100, c'est beaucoup, surtout pour aller dans des magasins qui coûtent plus cher, notamment si elles ne les fréquentent pas. Donc du coup, ces personnes-là vont dire, en fait, votre grille, votre calcul, il ne me convient pas, je ne vais pas venir dans votre caisse. Ça, c'est une indication très importante sur la manière dont on construit nos grilles et la manière dont on va communiquer sur la solidarité. L'universalité, là, qu'on prétend, nécessite une solidarité qui n'est pas facile à atteindre. Ou d'autres personnes qui disent, là, on est dans le cadre d'une expérimentation, je devrais donner ça, déjà, je vais me positionner à 100, à 110, et ce sera bien bon. Et du coup, on se rend compte qu'il y a finalement une façon de se réapproprier et de réinterpréter la règle collective qui est peut-être des fois une façon de juger qui vient plutôt des personnes qui ont plus de revenus. Et donc ça, pour moi, c'est des enseignements très intéressants. Et donc, on est arrivé dans le 20e, par exemple, comme ils ont été très minutieux sur leur grille, ils ont fait des tranches qui correspondent à l'ensemble de la répartition de l'arrondissement. Donc ils se sont dit, nous, grâce à notre subvention, on va subventionner 219 parts au-dessous du salaire médian et réparties en fonction de la population du 20e. Donc du coup, là où on aurait le plus de parts subventionnées, c'est chez les personnes qui devraient cotiser entre 50 et 80 pour toucher 100. Et ça, c'est hyper dur d'aller les trouver. Parce que déjà, ils n'ont pas l'habitude d'être aidés. Et parce que, en fait, la différence n'est peut-être pas très intéressante pour eux, pour aller dans des magasins où ça coûte plus cher. Donc là, à travers cette question de l'universalité, on rentre dans la question aussi très concrète de la même chose, elle ne part pas de la même manière à différentes personnes en fonction de leurs revenus. Ensuite, l'autre pilier de la SSA, c'est la cotisation. Donc la cotisation, elle est importante, notamment parce que du coup, le modèle de sécurité sociale, c'est pas la sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est la sociale de 46. Donc si vous êtes un peu allé voir les travaux de Nicolas da Silva autour de la bataille de la Sécu, vous comprenez que du coup, on parle d'une autre époque, d'une époque où en fait les syndicats géraient l'argent récolté par les cotisations. Et c'est donc bien ça qui est révolutionnaire dans cette proposition politique, c'est de comprendre que ces 120 milliards, ce n'est pas des organismes d'État qui vont les prendre en charge pour les répartir, mais c'est bien les habitants, en tout cas les comités citoyens collectifs qui se fédèrent, construits différemment selon les territoires, qui prennent en charge cette somme pour arriver à la répartir. Donc là, dans les expérimentations, on ne peut pas lever de la cotisation sur le salaire, etc., mais en tout cas, on peut y réfléchir. Et donc, à travers l'exemple que je vous donnais, vous voyez aussi qu'entre universalité et cotisation, en fait, c'est très voisin et ça se croise et ça nous permet de travailler tout un tas de choses. Et enfin, le dernier pilier, c'est le conventionnement. Et là, c'est assez c'est magique et intéressant parce que c'est là vraiment qu'on vient mettre de la démocratie sur la table. Comment on discute collectivement de ce qu'on veut manger en commun. Et donc ça, c'est un peu une évidence, mais finalement, quand on discute, personne ne veut manger des pesticides. Personne ne lève la main quand on propose d'en manger tous les jours. Pourtant, dans le système alimentaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous en consommons tous les jours.
et forcé, si on met nos enfants à la cantine, eh bien, mis à part 3-4 exceptions, ils vont consommer des pesticides. Donc là, c'est ce qui a été dit, et c'est ce que Mathieu Dalmé développe super bien dans sa conférence gesticulée, c'est qu'il faut vraiment transformer le marché de l'offre en marché de la demande, parce que en fait, c'est cette demande-là qui va venir dire « mais on ne veut pas manger des pesticides ». Et c'est ça qui va donner de la force pour réorienter le marché. Et ça, en fin de compte, dans le fait de parler des conventionnements, on arrive à parler de ça. Après, c'est pas simple du tout, parce que vous allez y être confronté. C'est pas parce que vous repérez un magasin qui va accepter d'être conventionné. En fait, pour lui, c'est aussi une contrainte. Et puis d'autre part, lui va nous parler de sa contrainte économique, d'installer un logiciel, parce qu'il faut pouvoir mettre en place le transfert monétaire, donc c'est pas simple. Donc il y a des petites boutiques en fait qui sont sous l'eau, qui économiquement ont vraiment du mal à s'en sortir avec l'inflation, ont perdu leur clientèle, et en fait vous venez leur faire une proposition, mais elle ne peut pas être accueillie. Donc ceux-là, en fait, ça va être très compliqué de les faire entrer dans la boucle. Et très naturellement, on a eu plein de biocoop dans le 20e et ailleurs dans les territoires, il y a plein de biocoop. C'est super, mais ça doit aussi nous interroger. Ça doit nous interroger aussi sur la participation qu'on peut demander, participation économique. Enfin, il y a du coup des choses à penser autour du conventionnement, de la manière dont on devient partenaire et des critères en fait de conventionnement. Donc, du coup, ça c'est discuté. Et ça, c'est la force et la puissance de chaque collectif citoyen de venir dire quels sont nos critères. Montpellier, première caisse, est venu nous enseigner un truc assez incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont une caisse où on a beaucoup de personnes qui vivent la précarité économique et qui, dans leurs critères de conventionnement, vont dire eh bien, il faut que les personnes qui travaillent dans les magasins qu'on conventionne soient bien traitées. Et ça, c'est pas rien hein, comme argument. Et c'est pas rien comme argument quand vous voulez conventionner comment vous allez voir et vérifier sur le territoire. Et c'est super dur. Et là, nous, au sein du groupe de travail conventionnement de la Caisse du 20e, nous disent moi, je ne me sens pas légitime à demander à un patron, en fait, s'il traite bien ses salariés. Évidemment qu'il va me dire oui. Et finalement, on se rend compte que dans la mise en œuvre d'une caisse, quand on rencontre, quand on va tous faire nos courses, quand on a un collectif qui fonctionne de manière démocratique, là, on va faire remonter. En fait, là, j'ai croisé la gérante. Je crois qu'elle est en burn-out, elle va partir et elle nous explique en fait les raisons de son départ. Et là, on voit une autre force en fait de cette caisse et de ce collectif démocratique qui va pouvoir, alors je ne sais pas comment, c'est quelque chose de nouveau qui vient de traverser et d'arriver dans la caisse, mais qui est en train de se dire, ok, on s'est mis ce critère-là, et là, comment on réagit ? À qui on demande rendez-vous, comment on se renseigne sur la convention collective, finalement comment ils doivent travailler dans ce secteur-là, quels sont leurs droits. Donc vous voyez, en fait, cette proposition politique, elle nous rend joyeuse parce qu'elle nous rend utile à plein de niveaux. Il y a plein de choses qu'on a déléguées, sur lesquelles on n'a pas la main. Par exemple, quand on va faire nos courses dans un supermarché, la caissière, combien elle est payée, si elle est bien traitée, etc. On a vraiment peu de manières d'intervenir. Et là, quand on devient gros, quand on devient un collectif, quand on crée une convention de partenariat sur le fait d'être conventionné, eh bien, on devient notre interlocuteur. Alors, bien entendu, c'est petit, mais c'est aussi grâce à ces petites expériences qu'on arrive à grandir et qu'on va arriver à déterminer le passage à l'échelle. Et finalement, je pense que c'est ça aussi qui est important dans la proposition politique qui est faite du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, c'est de ne pas venir donner une recette toute faite, de laisser les expérimentations se vivre, de créer beaucoup de temps d'intercaisse, d'interconnaissance, d'échange, de mettre le paquet pour transformer et trouver de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes qui vont réussir à créer quelque chose de désirable pour l'après. Parce que là, on l'a vu, le constat, on sait où il nous mène, c'est dans le mur, ça va aller plus ou moins vite, mais il faut construire la résilience d'après. Et dans l'expérimentation, oui, ça rend joyeux parce que d'un coup, en fait, on se dit non, mais demain, on sera là. Évidemment que la proposition, elle ne va pas du tout être votée dans un gouvernement Macron et on en est très heureux. C'est pas à eux d'endosser et de porter ça. Donc,
voilà, ça prend le temps. Et la sécurité sociale, et la sociale surtout, elle ne s'est pas faite en un jour. Au début, c'était de la désobéissance des ouvriers, d'avoir en fait des protections via les mutuelles, de partager des risques. Et là, face aux risques alimentaires extrêmement bien décrits, comme on vient de le voir, bien là aussi, il faut créer de la solidarité pour partager ce risque-là et construire une société désirable demain. Donc, je récapitule les 3 piliers, donc universalité, cotisation et conventionnement. Moi j'avais une question pour les agriculteurs et les paysans qui sont là. Sur le conventionnement, j'ai écrit un article sur la caisse locale de Cadenet dans le Vaucluse. Donc c'est aujourd'hui 30 personnes qui sont membres de cette caisse. Et donc dans le conventionnement, ils ont trouvé une boutique paysanne qui était disponible et enchantée par cette initiative. Mais il y a une membre de la caisse qui m'a dit on allait tellement loin dans le conventionnement, dans les critères, que clairement si les 4700 habitants de Cadenet se mettaient à se nourrir, il n'y aurait pas assez de producteurs. Donc moi, ma question était de dire aujourd'hui, par exemple pour toi Mathilde qui est maraîchère, si une caisse venait avoir le jour, quel est le temps dont tu auras besoin? Est-ce que tu es prête? Est-ce que ça nécessite aussi un peu de temps pour se préparer? Voilà, très concrètement. C'est quand même assez difficile de se projeter puisqu'on ne sait pas exactement quelle forme elle prendra, cette SSA. Moi personnellement, je suis super partante. Hein. Et après, il faut bien se dire que ça mettra quand même un peu du temps, qu'on ne peut pas du jour au lendemain proposer l'offre demandée par les comités de conventionnement, les consommateurs. En fait, finalement, ça rejoint les sujets qu'on a discutés précédemment, c'est-à-dire que il y a beaucoup de départs à la retraite qui vont se faire dans les prochaines années. Il y a vraiment cette nécessité de remettre en production de quoi nourrir les concitoyens. Et avec ce foncier qui va se libérer, c'est l'opportunité d'installer des nouveaux producteurs. Ces nouveaux producteurs, ils auront aussi cette aubaine-là, à travers la SSA, de trouver des bouchers. Ce qui est pas toujours simple quand on s'installe, de s'occuper de ce côté-là. Les débouchés, la commercialisation, c'est vraiment tout un pan de notre métier sur lequel on n'est pas souvent à l'aise, pas souvent formé, et du coup s'installer dans des conditions où on sait qu'on va pouvoir effectivement vendre notre production, c'est du pain béni, moi je dirais. C'est-à-dire ça sécurise en fait, ça vous permet de vous projeter aussi en sachant que vous avez une garantie quelque part, comme un médecin aujourd'hui généraliste et certain d'être rémunéré. Parce que c'est vrai que c'est quand même basé sur la sécurité sociale à son origine. Et justement, moi j'avais aussi une question peut-être à Didier. Quand a été créée la sécurité sociale, il y a eu une partie des cotisations qui ont servi à investir dans les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires. Et donc est-ce que justement vous y voyez aussi un moyen pour, comme vous l'avez dit, les terres sont aujourd'hui très pauvres, voire mortes pour certains endroits. Changer de modèle agricole, ça ne sera pas du jour au lendemain. Est-ce que justement ça vous parle, ce potentiel que pourrait représenter une caisse plus grande pour changer de modèle? Oui, ça nous parle, et je veux rebondir sur ce que disait Bénédicte. Elle parlait actuellement les expérimentations majoritairement, peut-être à part celle de Cadenet, dans le Vaucluse, se sont appuyées sur des structures de revente, que ce soit les biocopes ou autres. Et du coup, une biocope, même avec tout l'état d'esprit qui peut être le sien, a obligation de rentabilité à des frais de structure. Donc pour moi, ce projet de SSA, ça nous permet de repenser la coopération, mais pas uniquement entre producteurs,
et producteur, c'est-à-dire repenser la logistique de distribution. Si on peut éviter dans un quartier populaire, que ce soit ici à Gambetta, Richelieu ou à Pisselin, d'aller acheter dans un magasin, mais qui est une coopérative co-gérée par les utilisateurs et par les paysans. Donc ça veut dire que là, on va créer des outils collectifs, des outils de stockage et de distribution, ne serait-ce que des frigos pour que les maraîchers, ou des... si on va aller un peu plus loin pour ceux qui ne sont pas en capacité de cuisiner, des conserveries, mais qui permettent aux tout petits producteurs d'y trouver son compte. Donc voilà, il faut repenser tout le système. D'un côté, alors là c'est les syndicalistes qui parlent, travailler à détruire ce système mortifère, comme on le fait chaque fois qu'on fait une action contre BASF ou des sociétés de négoce puantes, mais aussi construire le monde d'après, et c'est là, la SSA, c'est vraiment pour nous l'outil vraiment le plus pertinent, quoi. En sachant qu'il y a tout à réinventer, comme on a inventé l'hôpital public avec le Sécu en 1946, il faut tout réinventer. Et ce qui me fait dire, je crois qu'on est sur le bon chemin, c'est les critiques qui commencent à s'adresser à nous de la part du monde politique. D'un côté, on a la gauche néolibérale qui essaie de mettre la main sur le système en espérant que ça ne change rien, et en disant, regardez, on a été gentil avec vous, on vous a donné 3,50 €. Et de l'autre côté, il y a toute la droite qui nous ressort les mêmes critiques qu'elle sortait en 1946 par rapport au projet d'Ambroise Croizat. Une fois dans un débat, je me suis fait traiter de bolchevique, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc on a les mêmes critiques 80 ans plus tard. Donc là, on touche, avec l'universalité et ce droit à se nourrir, on touche au cœur du système. Donc je crois que là, il y a des perspectives, oui. Je sais pas, parlez-vous. Ouais. Moi, je viens rebondir, mais je vais faire ma rabat-joie, mais parce que vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant de poser des trucs comme ça, mais il y a quand même des incitations massives actuellement et qu'il ne faut pas oublier, et qui sont justement ces politiques publiques. Et que ce serait déjà, parce que cette question effectivement de l'offre, est-ce qu'il va y avoir assez d'agriculteurs pour offrir des produits sains qu'on puisse conventionner, que ce soit directement auprès des producteurs ou via des magasins, etc. Mais ça, c'est un gros problème. Je vous rappelle quand même qu'en agriculture biologique, qui est quand même le système pour l'instant le plus vertueux et minimal de la vertu qui est qu'on se passe des pesticides et des engrais de synthèse, on a seulement 10% de la surface en France qui est en bio. On a 14% des agriculteurs, parce que quand même l'avantage aussi du bio, c'est que ça fait plus de travail, puisque ça emploie plus de monde, il faut remplacer le travail de la chimie par le travail des gens, mais on n'a que 10% de bio. Et il y aurait quand même des instruments quand même assez simples, mais que dont déjà on ne se saisit pas, c'est-à-dire simplement réorienter un petit peu les subventions, faire en sorte que l'éco-régime l'éco-régime c'est 25% de la PAC qui doit aller vers un fléchage environnemental, c'est-à-dire des pratiques des agriculteurs favorables à l'environnement. Actuellement, l'éco-régime il a été versé à tout le monde. En France, on a choisi des critères très disons, laxistes sur le versement de l'éco-régime, et tout le monde a l'éco-régime. Les bio un petit peu plus, HVE aussi, parce qu'on considère que le bio et HVE c'est pareil, hein, en France, ou presque. Et donc on ne serait-ce que par exemple d'accorder l'éco-régime pour les agriculteurs bio, et ben ça serait un gros signal. Pour l'instant, le bio, pour vous dire, j'ai fait les calculs tout récemment pour 2 publications récentes, c'est 3,4% des subventions qui vont à l'agriculture en France. Donc c'est même pas à la hauteur de la part ni des agriculteurs ni de la surface. Donc tous ces signaux qui sont, enfin ces incitations sonnantes et trébuchantes, hein, que ce soit donc des subventions directes du côté des agriculteurs ou des exonérations de cotisations sociales et fiscales à l'aval, qui sont complètement aveugles, c'est-à-dire aucune conditionnalité. On pourrait tout à fait conditionner ces exonérations de cotisations sociales et fiscales à des critères environnementaux et sociaux. Offrir, et ça serait déjà un pas en avant immense, qui irait en plus dans le sens de la sécurité sociale et de l'alimentation. Mais on ne le fait pas du tout. Donc bon, voilà, parce que une sécurité sociale et l'alimentation, actuellement les caisses, tous les exercements
sauf si je fais erreur, mais en tout cas à Montpellier c'est le cas, fonctionnent sur des fonds publics. Et les fonds publics, c'est plutôt les fonds, enfin sur des projets qui ne durent pas longtemps, qui durent quelques années, et puis la volonté de la municipalité d'abonder au budget de la caisse. Et donc, ça préfigure aussi le fait qu'elle pourra exister que si le pouvoir public s'y met. Et que donc, il faut quand même ne pas oublier toute cette énorme masse d'argent qui est déjà mise dans le système. Et je pense que c'est une bonne façon de poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cet argent, comment on s'en sert, et déjà à mettre dans le débat qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, comment il oriente le système. Et bon, ça serait déjà... Je pense que c'est vraiment pour l'instant un empêcheur de mettre en route tout ça. Et du coup, c'est tout à fait juste, et c'est ça aussi qui est intéressant parce que, comme je le disais, en fait, les expérimentations, elles s'accompagnent vraiment de formes de parcours d'engagement, ça a différents noms dans les différentes expérimentations, mais ça permet aux personnes qui participent de prendre conscience de tout ça. Et donc c'est vraiment c'est la puissance en fait de l'éducation populaire, de voir que une fois que les personnes en fait elles comprennent tous ces leviers-là, déjà elles se sentent puissantes, et puis le fait qu'elles participent à nouveau à un projet politique et qu'elles y trouvent une place, ça devient légitime en fait qu'elles formulent ces demandes. C'est finalement, dans ce que tu dis, l'enjeu, il est aussi d'arriver à permettre à des personnes qui, pour le moment, se sentent complètement spectatrices et subissent le système alimentaire, ils trouvent une place et un rôle à jouer. Et donc, tout ça, l'étude, elle est arpentée, elle sert en fait, elle nourrit chaque expérimentation pour avoir des arguments pour pouvoir mieux avancer. Et donc, en effet, c'est un travail à long terme, c'est un travail de construction. Et sur beaucoup de lieux, on en arrive à la question il faut qu'on bosse sur les filières, il faut que nos expérimentations, elles ne viennent pas pérenniser des magasins qui vivent déjà bien, il faut qu'elles viennent proposer en fait de l'installation. C'est ça notre enjeu, sinon on passe à côté. Et donc voilà, c'est toutes ces étapes-là. Mais si vous arrivez sur un territoire et que vous dites il faut créer une filière et on va manger comme ci, comme ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a une démarche. Cette démarche de réappropriation, elle peut se vivre dans ce cas-là. Donc ça, c'est aussi des bonnes nouvelles. Je crois que c'est ce micro-là qu'il faut que je garde. On est arrivé, donc il est déjà 19h, je pense qu'on va peut-être passer aussi un peu la parole au public. Avant, avec les organisateurs, on voulait quand même faire un petit exercice de projection. Donc vous imaginez, on est en 2030, vous êtes membre de la caisse locale de Nîmes de l'alimentation, et vous allez à une réunion en ce début décembre, et on vous demande de proposer quel plat vous aimeriez préparer pour les fêtes, votre plat préféré. Donc on vous laisse y réfléchir et en parler avec la personne à côté de vous et lui expliquer pourquoi cette recette en particulier. Voilà, on vous laisse quelques instants pour en discuter. Pour les fêtes. C'est très intéressant ce qui vient de se passer. On se rend compte que tout le monde a quelque chose à dire, l'alimentation, tout le monde a quelque chose à dire sur l'alimentation, c'est très intéressant. Donc voilà, on va faire circuler le micro. Si des membres ont des questions, on vous demandera d'être concis pour pouvoir faire circuler un maximum la parole. Merci. De lever la main bien haut pour que les personnes puissent vous transmettre le micro.
Il faut l'activer, il faut... voilà. Bonsoir. Sur la question du plat, j'étais tout seul, mais sinon hier on a fait un super bon petit plat, pommes de terre locales, pommes de terre sucrées, là, douces, là. Je sais pas comment on appelle ça, cette pomme de terre sucrée, là. Patates douces, là, merci. Et avec les trucs, là, comme les citrouilles, là, en gratin. C'était excellent. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai mangé hier soir et c'était une première parce que le faire en gratin, moi je mange jamais le truc là, la citrouille là, le truc. Mais en gratin comme ça, tout est passé. Après, moi j'avais envie je suis venu à cette conférence qui est organisée par vous. Et que je vous remercie et je vous félicite à chaque fois que vous en organisez une. Mais ce n'est pas la première à laquelle on assiste. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle de cette sécurité sociale alimentaire. Je suis venu en courant, je suis en retard, j'étais à Vauban là-bas de l'autre côté, après c'était pas là-bas, il y avait un truc sur la France avec des militaires et tout. Je dis non, c'est pas là, je suis parti, donc c'est ici. Je suis venu en courant parce que vous annoncez que bientôt, il y aura une sécurité sociale alimentaire à Nîmes. Je me suis dit, tiens, ça s'organise, on va parler stratégie, on va parler développement et comment on fait. Donc moi, toute la conférence, j'ai pas eu ça. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de comment on s'organise. Si vous regardez bien la salle, en tout cas elle est bien rempli. Juste 2 minutes, je termine. Je suis des fois un peu trop long, mais je parle vraiment profond. Vous devriez faire une photo comme ça, là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde et ça peut servir une photo où il y a du monde à ces rencontres. Ce que je voulais dire, c'est que je remercie Didier à 3-4 reprises, il cite. Il a une pensée pour Pissevin, il a une pensée pour la Paillade, il a une pensée pour les quartiers de Nîmes. Et le fait qu'il cite ces quartiers-là dont je viens, c'est pour ça que je disais, vous regardez la salle, je suis peut-être le seul basané ou le seul de quartier populaire. Hein. Et on doit se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce gars-là? Moi, je viens de l'éducation populaire dans ces quartiers. Je suis inconscient de la situation dans laquelle aujourd'hui on est, et plus particulièrement où on en est à Nîmes. On entend souvent parler de nos quartiers. Quand Didier parle de Pissevin, c'est parce que Pissevin, aujourd'hui, on en parle dans toute la France, de par tous les drames qui se sont passés. Pour revenir au sujet, parce que ce n'est pas le sujet, la situation des quartiers, c'est là où il y a le plus de malbouffe. C'est là où il y a le plus de problèmes de santé sur le diabète et tout ce qui est cardio et tout ça. Mais qu'est-ce qui est fait pour ça? Les derniers trucs qui ont été très très dramatiques, c'est la casse des marchés populaires. Vous savez qu'il y avait un grand marché régional. Et là, on pouvait choisir d'aller acheter bio local ou acheter agriculture espagnole, pour les pauvres et pour tout ce qui n'était pas cher. Mais on avait ce choix-là. Aujourd'hui, on n'a plus de choix. Que ce soit à Val-de-Gour, que ce soit au Pissevin ou au chemin va au Mas de Med, il n'y a que de la malbouffe. On vient d'ouvrir à Carrefour, là, pas loin de Pissevin, Géladal. Et ça va se remplir encore plus avec les... Et il y a tout ce qui est obésité et tout ça. Moi, nous, on est inquiets sur cette situation et c'est pour ça que ce projet m'intéresse. C'est que non seulement il y a de moins en moins de structures qui développent de véritables actions d'éducation populaire dans ces quartiers. D'ailleurs, les dernières actions que j'ai pu voir dans le centre social qui sont municipaux, hein, c'est animation à la tauromachie. Voilà ce qu'on apprend aux enfants de Val-de-Gour. Comment on tue un taureau, comment on... Et il y a 3-4 enfants que j'avais vus, ils ont dit nous on joue pas à ce jeu-là et on ne veut pas faire cette activité. Et ça m'a plu parce que
ils ne veulent pas la mort du taureau, etc. Ça, c'est une autre parenthèse. Maintenant, pour terminer, j'ai une question qui est... C'est très bien, hein, Didier, parce que moi, il faut qu'on se dise les choses terre à terre et clairement. Quelle est la volonté et la position des politiques locales, régionales et départementales par rapport à ce projet, par rapport à cette question, et comment se positionnent-ils, parce qu'on a des échéances qui arrivent bientôt, parce que c'est sur ce créneau-là qu'il faut aller. C'est-à-dire maintenant, on a besoin de mettre en route cette machine qui va permettre non seulement aux agriculteurs, mais aussi aux plus pauvres et aussi aux plus en difficulté, de trouver des solutions pour leur avenir et pour leur vie. Et voilà, c'était le maximum. Merci. Alors, ouais, pour répondre à Magali, sur la première question que tu nous as posée, sur la mise en pratique, je discute avec ceux qui sont sur des expérimentations qui marchent déjà, à savoir Montpellier et Cadonnet dans le Vaucluse. Ils ont mis 3 ans avant de l'idée jusqu'à la pratique. À Montpellier, c'est à la Paillade que ça se fait. Et bon, Cadonnet, c'est perdu au milieu de la campagne, donc c'est notre contexte sociologique. Donc nous, on en est à 1 an et demi, et pour avoir comparé à quelle étape on en était, nous et eux, cet été, on a fait une réunion avec ceux du Vaucluse, on en est à peu près au même avancement, quoi. Donc, mais c'est clair qu'un projet comme ça n'a de sens, rien que si c'est universel, donc ça veut dire que c'est ce qu'on dit au niveau des différentes structures qui ont démarré, pour faire avec les quartiers, pas pour les quartiers populaires, surtout ne pas faire pour les quartiers populaires, mais faire avec. Et là, c'est là où l'expérimentation de Montpellier est vraiment intéressante, parce qu'autant sur le conventionnement et la distribution, ce que je disais tout à l'heure, ils ont été un peu moyens, ça s'appuyant un peu trop sur les boutiques et les gens en place. Par contre, sur la question de la démocratie horizontale, à travers les habitants du quartier, ils ont été vraiment énormes. Et dans chaque commission, les habitants du quartier sont majoritaires. Et ça, donc c'est eux qui ont la décision. Et c'est eux qui sont vraiment acteurs. Qu'est-ce qu'on conventionne comme produit, comment on s'organise, comment on compte les sous, où c'est qu'on va distribuer, parce que là on a un problème de voiture ou de stockage et tout. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en place sur Nîmes, quoi. Voilà, donc on prendra le temps, mais on ne veut pas faire pour les gens. Non, ça ne nous intéresse pas, quoi. Il y en a plein qui le font. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'on essaie de mettre en place. Quant à la question des politiques, je l'ai vraiment évoqué tout à l'heure, quoi. Il y a certains qui disent que c'est une super idée, qui vont essayer d'immiscer histoire de garder le contrôle, et ça c'est pernicieux, voire dangereux. Et il y a ceux qui disent non, mais là, surtout, il ne faut pas y aller, quoi. Et puis après, il y a l'acteur central du monde agricole, à savoir la FNSA, qui dit mais s'il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, il faut que nous on ait les commandes. Ce à quoi on leur répond, si on veut mettre un contre-système, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Bonsoir. Du coup, moi je débarque un petit peu dans ça parce que je vois que c'est assez abouti, mais ça fait longtemps que je suis sensible aux questions d'inégalité, notamment à accéder sur un marché, un stand de maraîcher bio par exemple. Bon, je vois qu'il y a juste 2 choses qui sont un peu en parallèle, mais qui doivent toujours rester présentes, quoi. J'ai l'impression dans ce truc mis en place. C'est expérimenter de manière pratique. Moi, j'ai eu envie, en tant que maraîcher, de proposer sur mon stand une caisse de solidarité pour justement les personnes qui ont les moyens, qui puissent remplir la caisse, et des personnes qui n'ont pas les moyens, leur dire voilà, en fait, le prix peut être aussi adapté à vos besoins. Et, je veux dire, expérimenter d'une manière très simple les choses pour les vivre vraiment et faire réfléchir les gens. Et ensuite, ce côté politique aussi, où ça permet aussi de comprendre ce système agro-industriel qui reporte les besoins alimentaires sur d'autres besoins de nos sociétés, qui sont prédatrices sur l'environnement, qui créent des faux besoins, etc.
et enfin faire un peu réfléchir les gens et que en tout cas ce soit pas juste ok on va répondre aux inégalités par des mises en pratique de sécurité sociale d'alimentation ou une caisse locale sur un stand ou dans une boutique, etc. Mais aussi que forcément il y ait des choix politiques citoyens, quoi, que les gens se disent ok mais en fait on veut plus de ce système là parce qu'on a compris les racines du problème, quoi, du système agro-industriel, du libéralisme, etc. Et on veut un truc juste, on veut répartir les richesses, etc. Enfin, j'ai l'impression que ces deux aspects ils doivent être toujours corrélés, quoi, au présent. Qui veut répondre sur cette partie justement, pour avoir étudié un petit peu quelques exemples d'expérimentation, il y a quand même un savoir commun qui se construit sur ça. Je ne sais pas si Bénédicte, ça s'est passé aussi dans le 20e, ce partage de savoir, cette éducation populaire. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où un groupe commence à réfléchir à ces questions, en fait, les questions, il y en a toujours de nouvelles. Et du coup, c'est se lancer aussi dans le fait d'accepter de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est peut-être le plus dur. Une des difficultés que finalement, moi j'ai rencontrées dans l'accompagnement sur le 20e, c'est des personnes hyper engagées depuis longtemps, hyper convaincues, et qui du coup savent. Et du coup, on n'arrive pas à vivre ensemble l'acculturation nécessaire pour déconstruire et reconstruire autre chose. Et donc, elle le vit vraiment d'une brutalité et d'une violence incroyable de ne pas être entendue, que les autres ne fassent pas ce qu'elles veulent qu'ils fassent. Et c'est fou, parce que je le dis comme ça de manière un peu provocante, mais pour elle, en fait, je ressens et je l'entends que oui, c'est difficile d'imaginer la mise en place de la démocratie parce que, malgré tout, même dans nos réseaux, c'est pas du tout un acquis. Donc voilà, on restaure le truc, on le met au travail, on essaye de faire descendre de la violence systémique, on essaye de réinterroger les privilèges. C'est super dur. À chaque fois qu'on a fait à la caisse des moments pour pouvoir parler, en fait, de réinterroger ces privilèges, les premiers concernés n'étaient pas là. Donc en fait, oui, on en parle, mais on se rend compte que, on vient quand même toucher à ça, et que du coup, il faut aussi qu'on puisse réfléchir à quel moment on va pouvoir pousser et comment, quelle sera notre stratégie, quelle sera notre tactique. Et j'en reviens à la question politique et des partis politiques. C'est aussi important d'arriver à penser sans eux. C'est-à-dire que si on veut que la loi elle corresponde aux projets, aux expérimentations, aux souhaits de reconquête d'un espace démocratique et de notre système alimentaire, il faut qu'on tienne le crayon. Aujourd'hui, dans ce qui se passe, on ne tient pas du tout le crayon. Et eux, ils s'échangent des trucs dont on n'est pas au courant pour arriver à négocier d'autres places et d'autres choses. Donc bref, on a beaucoup à faire pour sortir des privilèges, mais du coup, la montée en compétence de chacun, partir de « ah je suis pas très sûre, j'ignore ça », et puis créer tout l'espace de connaissances autour de ça, ça c'est très puissant. Je sais pas ce que ça peut développer. Ce que je vois, c'est qu'en effet, ça transforme un groupe. Ce qu'on constate à plusieurs personnes qui accompagnent des caisses, c'est quand même qu'on a un sentiment qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que si on a pris soin de ces étapes, hélas beaucoup trop longues, c'est très long en fait, d'acculturer, de déconstruire, de construire. En effet, c'est frustrant de ne pas avoir la caisse de suite, mais en fait, c'est indispensable pour qu'elle soit beaucoup plus robuste, je pense, et qu'elle puisse tenir tête aux sirènes politiques parfois, qui viennent proposer je ne sais quoi, et en fait au détriment de la démocratie. Du coup, ce que disait Ève tout à l'heure en disant il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut déjà s'engager. Moi j'en profite aussi, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'autre intervention à l'école des travailleurs sociaux. Mais il y a un réseau qui s'appelle le réseau VRAC, un réseau d'achat en commun, qui est né à Lyon, qui a fait le choix idéologique et politique de s'implanter dans les quartiers populaires pour démontrer, de manière très politique et très concrète, que les habitants des quartiers populaires savent très bien ce que c'est que bien manger et qu'ils peuvent choisir ensemble des produits de qualité et donc construire leur carnet de commandes et commander, donc en plus se projeter. Donc face à l'idée de la précarité, le fait de se projeter, de pouvoir
acheter d'un mois sur l'autre, c'est quelque chose de compliqué, mais ils y arrivent très bien. Donc du coup, il y a aussi des associations, des structures, donc VRAC essaime un peu moins vite que ce qu'ils ont essaimé quand ils se sont créés, mais malgré tout, l'achat groupé à prix coûtant, ça se fait avec d'autres structures, avec des CCAS, et ça permet justement aux habitants des quartiers populaires d'être en lien direct avec des paysans, de payer le prix juste, et d'avoir une action où ils se sentent bien utiles parce que ce sont eux les bénévoles qui font tourner le groupement d'achat. C'est pas une réponse dans l'absolu, mais de toute façon, cette sécurité sociale de l'alimentation, elle s'adosse à des projets déjà existants. Ce choix collectif et commun, c'est quand même un modèle qu'on a pu éprouver à travers les AVAP, qu'on a pu éprouver également à travers les magasins coopératifs, qui à chaque fois sont confrontés à la limite de l'entre-soi, en disant on n'arrive pas à toucher tout le monde, comment on fait? Peut-être, il y a plein de possibilités, on pourrait prendre, je pense que ça prendrait trop de temps d'expliquer, mais on a plein de pistes pour pouvoir répondre à cette question de l'entre-soi. En tout cas, tout petit exemple sur la caisse du 20e, on a un supermarché coopératif qui fait partie des structures conventionnées, qui du coup était dans l'entre-soi des coopérateurs. Grâce à la caisse, des habitants des quartiers populaires du 20e sont allés visiter et se sont dit, ah bah oui, c'est intéressant en fait pour moi. Le prix est le prix qui m'intéresse avec mes monas, la monnaie alimentaire. Donc en fait, ils sont devenus adhérents du marché coopératif et ils font leur service 3 heures. Ils trouvent ça très bien. Et du coup, c'est intéressant, c'est marginal, mais c'est quand même intéressant de voir que grâce à la mona, grâce au conventionnement, eh bien, il y a quelque chose qui n'arrivait pas habituellement, qui est en train de se passer. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai trouvé ce projet formidable. Bien sûr, j'en avais entendu parler avant, mais là, ce projet qui est à la fois social pour les agriculteurs et pour les consommateurs en mal de trouver à leur prix acceptable des produits de qualité, ça c'est formidable. Mais il y a un point qui a été évoqué extrêmement marginalement dans l'évolution de l'agriculture en France, c'est le problème foncier. C'est-à-dire que quand on voit la courbe démographique des agriculteurs, il va y avoir un important transfert de propriété foncière. Et là, il y a 2 hypothèses. Soit effectivement, les agriculteurs, les nouveaux agriculteurs ici présents, arrivent à capter une grande partie de ce foncier. Et ça, c'est l'idéal. Deuxième hypothèse, ce sont des gros producteurs, des gros propriétaires, déjà propriétaires, qui vont augmenter leur propriété. Et troisième hypothèse, et elle commence à apparaître, c'est des acheteurs étrangers. Et parmi les acheteurs étrangers, la Chine. La Chine est aujourd'hui le premier acheteur de foncier en France. Et donc je crois qu'il faut prendre en considération aussi cette politique. Il faut anticiper, si vous voulez, sur ce problème qu'on va trouver dans 5, 10, 20 ans. Oui, donc oui, c'est le gros problème, et actuellement, ce qui est dramatique au jour d'aujourd'hui, du foncier qui se libère, il est en pagaille. Mais l'accès au foncier, c'est toujours le problème majeur en agriculture. Donc, et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les politiques publiques pour nous aider. J'en parlais avec Ève, lundi soir, on a rencontré Madame Annie Gédouard, ministre de l'Agriculture, porte-voix et porte-parole du système de la FNSEA. Donc, vu la crise viticole, 170 millions d'euros vont être débloqués. Ils sont réfléchis sur 2 axes. De l'arrachage et aider ceux qui ne sont pas rentables dans le système mondialisé et ultra-capitaliste à quitter le métier. Et le reste de l'aide à la trésorerie pour que ceux qui sont rentables puissent continuer à s'agrandir. Reconversion, diversification, agriculture nourricière, c'est pas le sujet. Accès au foncier pour l'installation, c'est pas le sujet. Point barre. Merci, au revoir.
lundi soir, préfecture de Montpellier. Par contre, nous, on constate une chose, c'est que lorsque le candidat au métier n'a pas à financer l'achat du foncier, l'exploitation est viable. Sinon, il passe 40 ans de sa vie à rembourser l'achat du foncier. Le meilleur exemple, c'est les terres du Larzac, qui ne sont pas destinées au camp, mais qui ont été gérées collectivement via un emphytéotique par les paysans et les habitants du Larzac. Résultat, le Larzac, c'est l'endroit en France où il y a le meilleur taux d'installation agricole de toute la France. Parce que quand on va voir un banquier où on va emprunter 40 ou 50 000 euros sur 15 ou 20 ans, on les trouve toujours. Quand on va voir un banquier en lui demandant, comme les fermes actuellement se transmettent, 800 ou 900 000 euros, c'est plus la même musique, quoi. Et si on emprunte 800 ou 900 000 euros, on est obligé de partir dans le système capitaliste néolibéral. On n'a pas le choix. Donc, pour nous, il faut encourager les foncières type terre de lien ou celles de l'usage Jean Racine qui collectivisent le foncier et qui permettent l'installation. Si on sort le capital de production de l'investissement, on pourrait installer des paysans. Sinon, s'ils doivent sortir 800 ou 900 000 euros, on n'installera plus personne. Tout à fait d'accord avec ça. Je voulais juste réagir aux trois hypothèses du monsieur. Il faut se méfier de pas... À mon avis, je ne suis pas spécialiste du foncier, mais ce qui se dit, c'est plutôt que c'est la deuxième hypothèse qui est la plus dangereuse et la plus en avant. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'avoir peur de la troisième pour légitimer la seconde. Et la Chine, c'est tellement de millions d'hectares, ils ont tellement de milliers de millions d'hectares à récupérer ailleurs qu'en France, c'est souvent des achats stratégiques, mais pour récupérer la surface, à mon avis, c'est pas ça le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est la terre qui va à l'agrandissement des déjà plus gros, qui continue de renforcer l'investissement, le coût du foncier. Tu parles du coût du foncier, il y a le coût aussi des installations derrière en fonction des types d'élevage, des types d'exploitation agricole, et avec des machines, donc des appareils productifs impossibles à transmettre. Et ça, c'est vraiment le problème, parce qu'effectivement, dans les 10 années à venir, on aura 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Et donc le vrai danger, et ce qui se profile à la fois en termes de marché, d'incitation économique, de transformation des structures d'exploitation en France, c'est vraiment l'agrandissement de l'agriculture de plus en plus industrielle, avec des agriculteurs qui en fait sont pas sur leur exploitation, ils ont des milliers d'hectares, ils font intervenir des prestataires de services, etc. Et tout ça, c'est évidemment pas du tout positif en termes même d'environnement. Donc on balance plus de pesticides pour s'assurer la récolte, on n'est pas dans la parcelle pour aller voir ce qui se passe, etc. Donc ça a plein de conséquences. Et je pense que c'est vraiment ce deuxième scénario qui est dangereux et qui est en fait aussi l'intérêt des personnes en position de pouvoir au sein de la profession agricole actuellement. Puisque leur intérêt c'est de continuer à faire fonctionner ce modèle de production en masse, standardisé, le moins cher possible, pour vendre en volume, à un appareil industriel qui a besoin de ce volume standardisé pour rentrer dans ces process de production. Je voulais ajouter que donc en France, il y a un organisme qui gère le foncier, le transfert de foncier, c'est la SAFER. Et donc le fonctionnement de la SAFER, c'est assez complexe, c'est assez obscur aussi à certains endroits. Et donc moi je commençais un petit peu à le découvrir là dans le Gard. Et donc il y a plusieurs différents comités qui ont lieu en fait pour juger à qui va être attribué le foncier. Et dans ces comités, il y a les syndicats agricoles qui sont là, qui interviennent, si possible tous. Et il y a aussi les collectivités locales. Et du coup, c'est aussi un levier d'engagement des citoyens de s'engager dans leur commune et de donner un avis pour qu'est-ce qu'on veut faire de notre foncier là sur notre commune autour de nous.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces commissions, elles sont quand même assez bien faites. Parce que maintenant, là, il y a les porteurs de projets qui viennent en commission et qui présentent leurs projets. Que ce soit les projets d'installation ou des projets d'agrandissement. Et donc, en fait, on est tous là, on se met tous là autour de la table et on peut discuter ensemble de qu'est-ce qu'on en pense de tel ou tel projet et à qui est-ce qu'on veut donner la priorité. Et du coup, plus on est des citoyens nombreux et engagés dans ces commissions, et plus on peut essayer de les orienter vers l'installation en premier lieu, et vers les productions, disons, plus saines pour nous tous, quoi. Oui, je pense que ça marche. Je vais essayer de faire à la fois un rêve, à la fois de vous dire avec toute ma modestie de ce que je connais et de ce que je ne connais pas, et de vous dire aussi que je me suis nourri de tout ce que vous avez pu nous exposer. Alors, mon idée, elle part du fait des cantines scolaires. Parce que je pense que c'est peut-être, donc c'est là où je suis un peu dans le doute, mais c'est peut-être par le collectif consommateur qu'on peut peut-être finalement recréer toute cette chaîne vertueuse. Parce que si on prend les cantines, comme on pourrait prendre aussi, que j'appellerais plus d'ailleurs des cantines, mais des restaurants scolaires, déjà, en termes peut-être de terminologie, ce serait peut-être plus sympa. Comme les restaurants administratifs, comme les restaurants entreprises ou interentreprises. Je pense que le potentiel est tel qu'on peut se permettre déjà d'engager des processus. Et un des processus, imaginons une mairie comme Nîmes, comme Montpellier, elle pourrait très bien engager un processus, disons, de cantine pas chère, voire pour les plus nécessiteux, elle coûte 0. Et pour nourrir correctement ses enfants, passer des contrats avec des agriculteurs de proximité, avec effectivement un certain nombre d'exigences de qualité de produits. Et forcément, ça veut dire aussi que la collectivité et peut-être les entreprises par un canal, d'adhésion ou de sécurité sociale alimentaire pourraient aussi abonder dans une espèce de caisse commune qui fasse qu'on peut installer des agriculteurs. Par exemple, moi je ne connais pas, je pose une question, un terrain agricole qui est aujourd'hui pollué par des intrants. Combien de temps il faut pour en faire éventuellement une terre bio, de culture bio, voilà, genre de question. Ça veut dire aussi qu'on engagerait un processus, et ça me semblerait intéressant, dans la mesure où en plus les agriculteurs seraient sous contrat, donc ça veut dire qu'ils auraient l'intérêt finalement et la sécurité de pouvoir cultiver sans aucune difficulté, sans aucun problème. Avec l'avantage qu'à la limite, il faudrait même du surplus, et bien ça pourrait aussi alimenter le circuit bio par le biais des magasins, des choses comme ça. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais... Avant de répondre, je suis gardienne du temps ce soir, donc il nous reste 10 minutes, parce qu'il faut vraiment avoir quitté les lieux à 20h, ils ferment toute l'université. Voilà, le temps de sortir, donc je laisse Ève répondre. Je voulais juste répondre qu'effectivement, c'est un levier qui est de plus en plus utilisé. Et ça souligne le rôle qui est a priori marginal en termes budgétaires des collectivités territoriales dans l'histoire. Il y a quand même 20% du budget qui sont dépensés pour ces histoires de cantines scolaires, que ce soit les cantines scolaires des écoles primaires, des collèges, des lycées. Et effectivement... il y a aussi la loi Egalim qui demande que 20% des produits soient bio, et 50% des produits dits de qualité. Mais il y a plein effectivement d'expériences de municipalités qui vont bien au-delà de simplement s'occuper de leur cantine scolaire et qui, par exemple, mobilisent du foncier, installent des fermes municipales, ou alors, par exemple, l'exemple de Rennes, Terre de Source, où ils font du gagnant-gagnant avec... ils installent, ils ont mis en place des solidarités territoriales à longue distance, avec constatant la qualité médiocre de leur eau et la menace que fait peser l'agriculture chimique sur la qualité de leur eau. Ils ont contractualisé avec des agriculteurs lointains, dans le bassin versant où ils captent leur eau.
les ont convaincus de se convertir à l'agriculture biologique en leur offrant un approvisionnement garanti au niveau de leur cantine scolaire. Donc là, à la fois ils se garantissent un approvisionnement en produits bio, ils se garantissent une haute qualité et ils permettent un débouché, une consolidation de la santé économique des exploitations. Donc voilà, il y a plein de choses et ça me fait souligner le fait qu'effectivement, en tout cas, les municipales arrivent bientôt et que traditionnellement, c'est pas forcément les questions agricoles alimentaires au centre du débat politique, c'est normal puisque c'est pas une compétence extrêmement forte quand on voit le poids des incitations économiques qui sont à d'autres niveaux de politique publique, mais je pense que c'est vraiment important de poser cette question. Il y a plein, moi je me suis retrouvée dans plusieurs débats là, récemment, après des projections de firmes avec des municipalités, il y a plein d'élus qui ne se sont jamais posé la question de l'enjeu politique qu'est l'alimentation de leurs concitoyens. Même si les cantines scolaires, effectivement, c'est un levier, c'est très peu de pourcents de repas, hein. Je crois que c'est 3% de repas sur une année dans une ville, mais c'est quand même effectivement une première voie d'entrée dont elles peuvent se saisir et construire. Bon, voilà, après en tant que citoyen, il faut pousser pour que ça se discute. En même temps, il va y avoir des questions. Il y a 3 personnes qui ont demandé, mais avec le temps, je tiens à rappeler qu'on va avoir l'occasion, lors de l'apéro donné à la Verrière, de la conf, de poursuivre ces échanges-là. Donc désolé personnes qui m'ont fait signe, à qui je vais peut-être pas avoir le temps de passer le micro. Groupe les questions, non ? Alors, moi je voulais en profiter en fait de ces questions pour partager aussi des pistes qui sont en train qu'on a besoin de défricher en fait dans cette proposition. C'est que déjà on arrive peu à associer en fait les transformateurs de l'agroalimentaire et notamment les salariés. Et on a vécu un temps très fort à l'anniversaire aux 20 ans des Amis de la Confédération Paysanne. On a une syndicaliste qui travaillait dans le Finistère qui est venue partager en fait son quotidien et ses luttes. Et je pense que ça nous avait fait beaucoup bouger. Donc ça c'est. Donc ça fait partie des choses intéressantes. Et là, je viens de finir un livre que je vous recommande, c'est le livre de Nora Boisouni, Violence en cuisine, une omerta à la française. Donc je m'attendais en ouvrant le livre en fait juste à lire beaucoup d'histoires de violences fortes en fait, sexuelles et sexistes dans les cuisines. Je m'attendais vraiment à ça, et pas du tout. En fait, elle m'a plongé et elle nous plonge en fait dans ce que c'est que la haute gastronomie française et tout ce que ça justifie comme abus des conventions collectives. Du coup, j'ai appris en lisant ce livre que les repas vendus 300 € dans les restaurants étoilés ne peuvent être vendus que 300 € parce que les personnes qui travaillent n'ont pas d'heures supplémentaires payées, donc font 80 heures payées 35. Donc en fait voilà, elle décrit tout ça et j'ai appris et j'ai regardé, j'ai pas la mémoire des chiffres mais vous serez plus attentifs que moi. J'ai vu en fait les millions, voire les milliards qui sont distribués à ce luxe alimentaire. Parce que c'est ce qu'on vend à l'étranger. Et quand même, moi, bêtement, je me dis, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a besoin de ces tables étoilées ? Est-ce qu'on a besoin de mettre de l'argent public là-dedans, de mettre autant de choses ? Donc, je vous recommande ce livre parce que, en fait, là encore, comme dans tous ces travaux, Nora, elle est allée enquêter et elle nous sort des chiffres dont on a besoin pour peser, pour montrer aussi là où on doit mettre les choses de manière juste. Voilà. Donc on a des chefs de cuisine qui prennent la parole sur les plateaux télé, des grands chefs pour nous dire « Oh là là, la précarité ci, la précarité ça ». Il faut voir derrière, en fait, leurs contradictions en fait dans les choix de soutien politique, de système économique et de travail non payé. Donc du coup, je pense aussi que c'est des choses qui paraissent loin d'une caisse, mais qui sont quand même intéressantes quand on s'intéresse au travail et à l'image qu'on veut donner de la France. Est-ce qu'on veut en fait que l'image de la France soit la gastronomie, ou est-ce qu'on a envie en fait que ce soit la sociale avec des solidarités, une façon de mettre en commun qui démontre qu'on peut vivre autrement collectivement. Bravo.
plutôt une question à votre destination, allons-y. Pour changer le paradigme donc, que vous évoquiez dès le départ, en début de présentation, je voulais savoir si vous aviez imaginé, dans vos différents travaux de recherche, un rôle à donner aux acteurs actuels de l'aide alimentaire. Comment pourraient-ils accompagner la création de sécurité sociale alimentaire? Bon, d'une part, les acteurs de l'aide alimentaire, ils sont essentiels et il y aura toujours besoin d'aide d'urgence. Aujourd'hui, leur rôle, il a basculé parce que l'urgence, elle est devenue une façon de s'alimenter et ça aurait jamais, enfin, ça ne devrait pas prendre cette forme-là. Après, leur rôle dans la mise en place de la sécurité sociale alimentaire, de l'alimentation, il est hyper important parce qu'en fait, ils résistent au système. Et du coup, ils savent faire une centrale d'achat, ils savent faire de la logistique, ils savent faire plein de choses. On a besoin de ces compétences. Et on a besoin d'un narratif commun. Aujourd'hui, en fait, on fait croire que la sécurité sociale de l'alimentation, ça serait contre l'aide alimentaire. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ce sont des choses différentes. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas une prolongation, une modernisation de l'aide alimentaire. C'est pas en opposition. C'est une nouvelle perspective sociale qui répond également à leur urgence de voir des personnes sortir de la pauvreté et d'utiliser l'alimentation comme un outil. Donc on a besoin qu'ils comprennent qu'on résiste ensemble depuis des années à ce système alimentaire fou et que le rapport de force, une fois qu'ils sont là, ben on l'a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'émeute de la faim en France, c'est grâce aux acteurs de l'aide alimentaire. Donc quand les acteurs de l'aide alimentaire pourront se positionner collectivement sur ce que l'on veut, je pense qu'on tiendra peut-être le crayon dont on a besoin pour écrire la loi qui nous convient. Et concrètement, concrètement, ça se passe en local. C'est-à-dire que dans plein de lieux, quand vous allez voir les personnes qui s'occupent des centres, des actions, parfois vous tombez bien, parfois vous tombez mal. Et c'est à force en fait de rencontrer les bonnes personnes, parce que c'est aussi des aventures humaines, que à Montpellier ils sont embarqués, les Restos du Cœur ailleurs aussi, dans d'autres lieux c'est le Secours populaire. Donc en fait, le Secours catholique montre que pour eux en fait c'est un acquis, c'est déjà là en fait de tendre vers cet autre système. Donc c'est aussi des finesses politiques, c'est-à-dire que on ne peut pas tout brutaliser, on ne peut pas aller trop vite. Eux, ils ont d'autres enjeux à défendre. Quand je vous dis qu'ils maintiennent, qu'ils contiennent en fait une violence qui est là, qui nous permettent de ne pas avoir des émeutes de la faim, ils sont très conscients de leur rôle. Donc ça veut dire aussi que quand on doit tout assurer, on ne peut pas aller trop vite. Ils ne peuvent pas aller... mais c'est pas pour ça... moi, je trouve que la manière dont ils nous suivent et les signaux qui sont lancés sont extrêmement positifs. Maintenant, c'est peut-être pas le moment pour eux de s'afficher sur ces questions-là. On est nombreux. Donc du coup, on peut avoir une tactique et une stratégie beaucoup plus fine que de vouloir faire front ensemble. Je pense qu'on doit résister sur la durée. Donc on a un peu de temps. Merci, on va pouvoir donc clôturer cette table ronde. Merci à toutes et tous pour vos questions. Les débats sont vraiment enrichissants. Ça soulève beaucoup de choses et localement, j'espère que ça va donner suite, que il y aura des rencontres. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je crois que la feuille a circulé. Et voilà, pour poursuivre tous ces débats qui sont vraiment très très intéressants.